Bienvenue à l'Apéro RH. On est vraiment très heureux de te retrouver pour une nouvelle saison avec 10 épisodes, les plus intéressantes les unes que les autres. Cette émission est co-présentée par l'agence marketing Wavency et la SDC District Central. Bonne écoute! Cheers! Super! Donc, Marco, super contente de vous recevoir sur le podcast aujourd'hui. On s'était rencontrés rapidement justement lors d'un autre événement. J'avais bien aimé les histoires et tout ce que vous racontiez aussi au niveau de la façon que vous apportiez les RH en entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de vous inviter sur l'apéro. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, avant de commencer d'entrée de jeu, je ne sais pas si vous pouvez juste commencer par vous présenter aussi l'entreprise. Ça pourrait être pertinent pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Oui, alors mon nom est Marco Prudhomme. Je suis le président de Nolinor Aviation. Nolinor Aviation, c'est une ligne aérienne qui est spécialisée dans ce qu'on appelle les vols nolisés, donc des vols sur demande, des vols spécialisés. C'est ce qu'on fait. Parfait, excellent, super. Puis, justement, tout ce qui est l'aviation, ça a quand même été impacté beaucoup pendant la pandémie. Oui. Vous, de votre côté, comment ça s'est passé par rapport au fait que c'est aussi de l'aviation qui est dans le Nord, je crois, pas mal aussi? Oui, en fait, nos opérations sont connues surtout pour les vols nordiques, mais on a des opérations un peu partout en Amérique. Puis cet été, on a commencé même à voler en Europe. C'est sûr que la pandémie, ça a eu un impact. Moi, je vois ça plus comme un accélérateur. C'est-à-dire que dans notre industrie, déjà depuis plusieurs années, on voyait à l'horizon une pénurie de pilotes. Il y avait beaucoup de baby boomers qui s'en allaient à la retraite tout d'un coup. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qui va arriver? Donc, la pandémie, ça a été vraiment un accélérateur de ce phénomène-là. Et on s'est préparé en conséquence, là. Je te dirais, pas pendant la pandémie. On a vraiment commencé à travailler sur cet enjeu-là un peu avant la pandémie. Donc, il y a 5 ans, on a mis un programme qui s'appelle Devenir pilote, où on permet à nos employés qui sont à l'embauche de Nolinor depuis plus d'1 an d'appliquer puis d'être sélectionnés pour faire une carrière à titre de pilote de ligne. Et on va payer 100% de la formation de ces employés-là. C'est une formation de pilote, il faut savoir que ça prend à peu près 2 ans à mettre de l'avant, puis ça coûte environ 85 000 $. C'est quand même pas donné. Alors, des fois, il y a des gens qui ont un rêve d'être pilote, mais qui, financièrement, n'ont pas les moyens de faire ça. Donc, on a mis ça un peu avant la pandémie. On a une 20aine d'employés dans les 5 dernières années qui se sont inscrits à ce programme-là. Puis cette année, c'est l'année charnière où il y a plusieurs lignes aériennes, des plus petits transporteurs qui sont impactés par l'embauche massive là, des grandes lignes aériennes. Puis nous, on a été capable de tirer notre épingle du jeu à cause de ce programme-là qu'on a mis déjà il y a 5 ans. Donc, je pense que c'est ça l'impact le plus important de la pandémie, ça a été d'accélérer un peu la pénurie de pilotes de notre côté. Donc, c'est venu beaucoup plus rapidement. Puis si on regarde le avant, pendant et après pandémie, comment ça s'est passé au niveau des sphères de recrutement et d'attraction de talent? Je te dirais que l'élément qui a été le plus marquant pour nous, tu sais, des fois, on fait des choses, la vie, c'est pas linéaire. Donc, on fait une action, on la fait pour une raison, puis finalement, il y a un résultat qui est complètement différent qui émerge. Donc, au début de la pandémie, on s'est dit, si on veut rester en vie, il va falloir qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous connaissent nos services. Alors, on a commencé à travailler beaucoup au niveau des réseaux sociaux, pour faire connaître l'entreprise, sans réaliser que le plus gros gain qu'on a eu de tout ça, ça a été de faire connaître notre entreprise, non pas à des clients potentiels, il y en a eu quelques-uns, mais surtout à des employés qui voulaient peut-être découvrir le monde de l'aviation ou débuter leur carrière dans ce domaine-là. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé à avoir des CV qui rentrent de façon régulière au bureau. Donc avant, pour avoir des CV, il fallait mettre une publicité sur Internet ou dans les journaux, même à la radio. Mais le succès qu'on a eu avec les réseaux sociaux pendant la pandémie fait en sorte qu'aujourd'hui, on reçoit vraiment là, sur une base régulière là, beaucoup de demandes. Là. Puis ça, c'est une surprise. Là. C'était pas prévu comme ça. C'était pas à la base quand vous avez décidé d'aller dans les réseaux sociaux, c'était plus le département marketing qui a décidé d'aller vers là. Finalement, ça tombait dans les mains des RH. Comment ça s'est passé à l'interne, cet aspect? Ça s'est découvert graduellement. OK? Alors, souvent, les RH venaient nous voir et disaient, qu'est-ce que vous avez fait récemment? Parce qu'on reçoit plein de CV. Puis là, on s'est dit, c'est intéressant. Fait qu'on on a modulé un peu plus notre message pour vraiment expliquer aux gens, nos réseaux sociaux, de la façon qu'on le faisait, c'est qu'on montrait l'envers du décor. On montrait un peu que c'était quoi travailler chez Nolinor dans le quotidien, c'était quoi travailler sur la rampe, c'était quoi être le métier d'agent de bord, c'est quoi les tâches d'un pilote, ces choses-là. Puis ça a vraiment fait découvrir aux gens que, finalement, peut-être que moi, je pourrais travailler également dans le domaine de l'aviation. Ça a permis de mettre ça un peu plus concret. Puis, je pense que ça a été ça l'impact, là. C'est ça le message, là, comment les gens l'ont reçu. Puis ça a très bien fonctionné.
Sur quelle plateforme les stratégies se déroulaient sur? Au début, on a misé vraiment beaucoup sur Instagram. OK? Puis c'est une clientèle beaucoup plus jeune qui a répondu à l'appel. Puis par la suite, je te dirais que l'explosion, ça a vraiment été sur TikTok. Tu sais, TikTok, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec pas des centaines de followers, mais des milliers, puis des dizaines de milliers de followers. Puis quand on est arrivé à 500 000 followers, bien là, on s'est retrouvé avec des gens qui suivaient, qui avaient un intérêt pour Nolinor, pas seulement au Québec, mais partout dans le monde. Fait que ça, c'était quelque chose de vraiment imprévu. Tu sais, on cherche un marché local, puis on s'est retrouvé à avoir une cote d'amour un peu partout là, à travers la planète. C'est que ça, c'était vraiment intéressant. Vous diriez, c'est quoi qui a fait la clé de ce succès-là, si on parle encore de réseaux sociaux? Est-ce que ça a été la constance de publier régulièrement? Comment ça s'est fait, ce chemin pour se rendre aux millions de vues, justement? Ça a été un mix de différentes choses. On a commencé par développer notre expertise à l'interne. Expertise, c'est essai-erreur. On a essayé vraiment un paquet de choses. Puis on s'est dit, on va publier vraiment beaucoup de contenu, puis on va voir qu'est-ce qui colle un peu plus. Puis par la suite, cette équipe-là a visiblement eu un très gros succès. Alors, on a décidé de les regrouper, puis on faire un peu d'entrepreneurship, c'est-à-dire on a créé une entreprise entière, une petite agence qui s'appelle le BDK, et ces gens-là se sont retrouvés avec un mandat très, très clair qui est non seulement de supporter les réseaux sociaux de Nolinor Aviation, mais également de d'autres personnes qui voudraient faire ça, parce que notre core business, nous, c'est pas de faire des réseaux sociaux, c'est de faire du transport. Alors, cette expertise-là, on l'a simplement exportée à l'extérieur de l'entreprise, puis ça leur a permis, eux, de travailler sur d'autres mandats, de découvrir d'autres avantages, puis de rapporter cette expertise-là à l'interne. Ça, c'était une belle expérience. C'est-tu la première fois que vous faisiez ça, créer une nouvelle entité pour... De cette façon-là, c'était la première fois. Puis parce que c'était tellement un succès important, puis tellement très, très loin de notre quotidien qu'on s'est dit, si on veut vraiment aider ces jeunes-là à continuer leur carrière, puis leur développement, ils ne pourront pas le faire à l'interne. Tu sais, d'être deuxième ligne aérienne la plus suivie sur TikTok, même si on serait numéro 1. Au Canada, c'est ça? Non, dans le monde. Au monde? OK. Je suis plus certaine, je voulais pas commencer avec la question de monde. Ouais, non, écoute, on a été surpris parce qu'à un moment donné, il y a un article qui a été publié qui était les compagnies au Canada puis au Québec qui avaient le plus de succès sur TikTok. Puis, on s'est rendu compte qu'on n'était pas sur le listing, mais si on avait été sur le listing, on était vraiment très, très loin en avance. C'est là qu'on s'est mis à rechercher un peu plus, puis en identifiant les autres lignes aériennes, on s'est aperçu qu'on était deuxième. Félicitations, c'est une très belle réussite à toute l'équipe aussi là, qui va possiblement écouter. C'est un travail d'équipe, effectivement. Puis c'est un travail aussi au niveau des employés. Tu sais, des fois, la clé, les gens veulent publier du contenu, puis les employés ne veulent pas embarquer là-dedans. Nous, l'approche qu'on a prise à l'interne chez Nolinor, c'est qu'on laisse ouvert. Okay? On demande aux employés d'être proactifs, cependant de dire, si jamais vous voyez le photographe ou le vidéaste qui arrive au bureau, puis vous ne voulez pas vous retrouver sur les réseaux sociaux, faites simplement le dire d'entrée de jeu. Puis à l'inverse, il y a des gens à l'interne qui disent, moi, je suis en 2023, puis je trouve ça le fun, puis je veux que ma mère m'envoie des textos parce qu'elle m'a vu passer. À ce moment-là, levez la main, puis on va vous utiliser juste un peu plus. Puis à date, c'est une formule qui fonctionne très bien. C'est un bon point, justement, parce qu'il y a des entreprises qui doivent se poser la question, c'est comment je fais embarquer mon équipe, mais autrement, vous, ça vient vraiment de « j'ai envie de », mais j'imagine que ça n'aurait pas été comme ça au début non plus. C'est avec le temps de dire qu'il y a eu une croissance sur le compte. En fait, on apprend beaucoup. Hein? Donc, au début, on filmait tout le monde, puis des fois, on faisait on envoyait des publications, puis là, les employés nous disaient « Ah, là, mes cheveux sont pas bien beaux sur ça, c'est possible d'enlever le post ». Fait qu'on perdait beaucoup de temps. Fait que, tu sais, on fait de l'editing, tout ça, puis après ça, quand on est obligé d'enlever des trucs, c'est du temps perdu. Alors, on a développé cette approche-là. Puis quand on fait le onboarding des nouveaux employés, on leur donne un cours qui s'appelle Nolinor 101. Et c'est moi qui donne le cours. Et dans une des facettes du cours, c'est que on parle justement des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on s'attend des employés? Est-ce que pour nous, c'est très ouvert chez Nolinor. Si les employés veulent faire leur propre publication, on n'a pas de problème avec ça. Il y a certaines limitations. C'est qu'on en parle dans cette formation-là. Et c'est là qu'on leur dit la politique qu'on a à l'interne au niveau de la présence puis de la participation. Puis à date, ça fonctionne bien. Excellent. On va changer de cap un petit peu vu qu'on était beaucoup réseaux sociaux, mais à vous entendre parler, vous semblez être un président qui est très présent pour l'équipe aussi, qui n'est pas quelque chose qu'on voit de plus en plus, je pense. Tu sais, je pense qu'on n'a pas bien le choix en 2023 d'arriver avec une culture d'entreprise qui soit forte. OK? Tu sais, c'est un autre sujet, là, mais au début de la pandémie, il y a eu la grande vague là, du télétravail. Nous, chez Nolinor, on a pris une position très, très claire. On a interdit le télétravail. OK? Puis on s'est dit,
à long terme, qu'est-ce que ça peut être l'impact de faire du télétravail? Comment les gens vont s'identifier à l'entreprise? Comment les gens vont avoir un sentiment d'appartenance à distance? Comment tu peux créer ça? Okay? Et on ne voyait pas comment on était capable de faire ça. Et donc, d'entrée de jeu, on l'a interdit. Et ça fait en sorte aujourd'hui qu'il y a des gens qui veulent venir travailler chez Nolinor justement parce qu'il n'y a pas de télétravail, parce qu'ils vont faire partie d'une équipe, puis qu'il va y avoir une dynamique de groupe. Et ça, je pense que ça a été un élément clé également. Là. C'est un bon point, parce que je pense que ça se sent aussi là, en ce moment, les entreprises, ils se rendent compte que oui, ça a duré le télétravail, c'est le fun, mais là, tout un peu, on veut que les gens reviennent au bureau, mais les gens aussi, par eux-mêmes, veulent revenir au bureau là, également, là, ça se ressent. C'est tout le temps un peu ça le danger d'embarquer dans un mouvement très rapidement, sans prendre le temps de faire une réflexion, parce que la vie, c'est pas linéaire. Hein? C'est pas 2 plus 2, ça fait pas 4. Là. Mm-hmm. Ça peut faire Z. Là, OK? Donc, l'idée là-dedans, c'est d'avoir un peu de recul, tester l'eau un peu peut-être avant de faire certaines choses, puis parce que le résultat final, c'est assez imprévisible. Là. Puis je pense que les gens aujourd'hui, avec la situation économique qu'on a, on ne peut pas vraiment jouer au casino. Là. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Puis le fait justement que vous soyez très présent comme président, comment vous sentez que ça a impacté le recrutement et l'attraction de talent aussi en 2023? Moi, mon implication, c'est vraiment plus de faire confiance aux gens qu'on a dans l'équipe. Okay? J'essaie de pas trop m'impliquer dans le processus décisionnel parce que on paie les gens quand même des bons salaires. Ces gens-là, s'ils veulent apprendre, bien, il faut qu'ils fassent des erreurs. Donc, si on est toujours en train de micro-manager cette direction, les gens qui sont dans la direction, je pense que c'est un peu difficile de faire ça. Donc, il faut laisser les gens, il faut avoir une orientation de où on veut aller, des objectifs clairs pour l'année. Mais par la suite, il faut faire confiance aux gens qui sont dans l'équipe. Puis je pense que l'équipe RH chez Nolinor, à date, on est privilégié. On a vraiment une belle équipe. Puis cette proximité-là qu'on a avec les gens, bien, ça fait en sorte qu'il y a un sentiment d'appartenance qui est plus important. Puis quand on arrive dans une pénurie de pilotes ou une pénurie de main-d'œuvre, bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de maraudage d'employés et ces choses-là. Mais c'est pour ça qu'à l'interne, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de recruter des gens pour qui l'intangible a une certaine valeur. Okay? Donc, le sentiment d'appartenance, ça se monnaie pas. Hein? C'est pas physique. C'est différent pour tout le monde aussi. Mais quand on est capable de trouver le trait psychologique des gens qui apportent une certaine valeur à ça, bien, à ce moment-là, le taux de roulement là, réduit beaucoup. Là. Ça, je pense que c'est une bonne stratégie. Puis le côté, justement, pénurie de main-d'œuvre, les postes, on parlait de pilote tantôt, c'est quoi les autres postes que vous avez ressenti beaucoup de pénurie de main-d'œuvre? Pénurie de main-d'œuvre, tout ce qui est les gens qui font de l'entretien mécanique d'aéronefs. Alors, l'industrie de l'aérospatiale dans la région de Montréal, c'est une industrie qui est quand même assez forte. Mm-hmm. Pour nous, c'est pas possible de compétitionner au niveau des salaires. Donc, il faut arriver à une valeur ajoutée. La valeur ajoutée qu'on a chez Nolinor Aviation, c'est qu'on est des aventuriers. Okay? Quelqu'un qui est mécanicien chez Nolinor versus quelqu'un qui serait mécanicien, je ne sais pas moi, dans une compagnie d'aérospatiale, l'aérospatiale, c'est du 9 à 5, puis bon. Tandis que chez Nolinor, un mécanicien va t'appeler à aller travailler dans le Nord, va embarquer sur un vol qui va se retrouver à Oslo, peut se retrouver à Vancouver. Donc, on a toujours des mécaniciens certifiés à bord de nos aéronefs. Alors, les gens voyagent beaucoup d'imprévus. Alors, quand on fait un recrutement, on s'assure que les gens qu'on recrute, bien, c'est des aventuriers. C'est des gens qui aiment le changement. Je pense qu'il faut faut regarder c'est quoi l'ADN de l'entreprise. Si vous êtes une entreprise qui est comme plus, comment dire ça, régulière, bien, à ce moment-là, bien, vous ne cherchez pas des profils d'aventuriers. À l'inverse, nous, bien, quand vous entrez dans l'entreprise, la première chose que vous voyez, c'est qu'on a un poster avec les règles d'un camp viking. Okay? Donc, on se voit un peu comme des vikings, des gens qui partent à l'aventure, puis c'est un peu notre marque de commerce. Puis les gens qui s'identifient à ça, bien, ils restent chez Nolinor, puis ils sont heureux. Ouais, c'est souvent la fameuse phrase je dis souvent en marketing, c'est quand on essaie de parler à tout le monde, on parle à personne, mais vous essayez de parler à un petit groupe de gens avec les gens qui se sentent visés. Je pense qu'il y a tellement de gens sur le marché à la recherche qu'il faut être vrai, il faut être capable de trouver son ADN, de trouver son brand comme employeur, puis de ne pas avoir peur, okay? De ne pas produire du contenu qui est tellement beige et comment je veux dire, le mot c'est plate, que ça n'attire pas personne. Il faut oser un peu, puis il faut être vrai pour ça. Il faut être fidèle à ce qu'on dit. Oui, garder le côté humain. Oui. La façon, justement, l'attraction de talent, mais après ça vient l'expérience un peu candidat. C'est pas l'épisode sur l'expérience candidat, mais je serais juste curieuse de savoir parce que je n'aimerais pas de nom, mais je connais un petit peu les expériences candidats des gens qui ont postulé dans certaines autres compagnies d'aviation, qui avaient un processus de recrutement assez, tu sais, on pourrait dire, je vais passer les mots, mais dans des mises en situation dès la première entrevue qui sont très exceptionnelles et challengeantes avant de connaître s'il y a un fit de personnalité un petit peu. Vous, de votre côté, comment ça se passe, cet aspect-là de... Tu sais, tous les corps de métier sont assez différents. Tu sais, je vais donner un exemple pratico-pratique, là.
on a un poste chez Nolinor où il faut construire les horaires des pilotes et des agents de bord. Bon, les horaires dans le domaine du transport aérien, c'est très complexe. Il y a beaucoup de règles. Il y a comme à peu près 10 pages de règles à suivre pour assigner une tâche à un pilote. OK? Pendant plusieurs années, on a essayé différents traits de personnalité pour combler ce poste-là. Récemment, là, on arrive avec une approche différente. On a trouvé quelqu'un qui a une approche très mathématique. Donc, c'est un champion d'échecs. OK? Donc, quelqu'un qui est capable de penser plusieurs coups à l'avance. Puis dans la construction de l'horaire, bien, on a hâte de voir si ce skill-là, cette habileté-là va lui permettre d'avoir plus de succès dans le poste. C'est que des fois, c'est comment tu mets à jour une entrevue pour un poste spécifique, bien, il faut se questionner, c'est quoi les habiletés, les skills qu'on recherche chez cette personne-là, puis essayer de moduler les questions en fonction de ça. Puis, chez Nolinor, il y a une question qu'on a ajoutée récemment. On demande aux gens s'ils ont des collections. OK? Alors, on s'est aperçu que les gens qui ont des collections, que ce soit des collections de bandes dessinées, de manuels d'histoire, des Legos, peu importe, c'est des gens qui attachent une valeur à de l'intangible. Tu sais, parce qu'à the end of the day, c'est des cochonneries, là. On s'entend. Ça n'a aucune valeur, OK? Mais les gens qui ont des collections, c'est des gens qui attachent une valeur à l'intangible. Et donc, c'est plus facile de leur vendre un sentiment d'appartenance parce que ces gens-là voient cette valeur-là. Et donc, je pense qu'il faut moduler ces questions-là. Dans l'industrie de l'aviation, tu sais, un grand modèle au niveau des RH, je pense, qui est intéressant à étudier, c'est Southwest Airlines, qui a vraiment des techniques d'entrevue très, très intéressantes, qui sont très, très différentes de ce qu'on retrouve là, chez Transat puis Air Canada. Donc, je pense que c'est des gens, si on avait à rechercher une source d'inspiration chez Nolinor, je pense que Southwest aux États-Unis, c'est une belle source d'inspiration. Pour quelle raison? C'est des gens très particuliers, qui n'ont pas peur d'oser et de faire les choses différentes. Je vais donner un exemple. Chez Southwest, dans une des campagnes de recrutement, il y avait une dame qui traînait toujours à la réception, une personne âgée, et qui visiblement avait différents issues, des problèmes. Bon. Et les agents de bord, donc, attendaient dans la salle d'attente, puis essayaient de voir les agents de bord ou les employés potentiels qui allaient tenter de venir en aide à cette personne-là, qui était un acteur à toute fin pratique. OK? Et donc, si l'agent de bord avait même snobé la personne ou l'avait ignoré, ben l'entrevue durait seulement 1 minute parce que la personne était remerciée tout de suite. C'est que des fois, être capable de détecter l'empathie chez quelqu'un dans des questions, c'est assez difficile. Mais si on est capable de faire une mise en scène, puis là, de voir vraiment le côté naturel de la personne, je pense que cette approche-là que Southwest a mis en place, je trouve ça très, très original puis intéressant. Ouais. Non, définitivement, c'est vraiment... J'avais pas entendu ça. Est-ce qu'ils sont aussi sur les réseaux sociaux puis ils démontrent ça sur les réseaux sociaux? Southwest, c'est une entreprise qui est très, très impliquée au niveau des réseaux sociaux. Leur vision, c'est vraiment d'être axée d'abord sur leurs employés et ensuite sur leur clientèle, vraiment en avant de tout type d'aéronef qu'ils utilisent. Je pense que c'est un modèle intéressant. Puis, tu sais, Nolinor, à quelques points, notre philosophie de travailler avec les gens se rapproche de beaucoup de cette entreprise-là. Je sens qu'il y a beaucoup une approche au niveau de l'administration de Nolinor, que la façon que vous parlez, c'est au lieu d'essayer de faire les choses vraiment rapidement parce que les gens, en pénurie de main-d'œuvre, il y avait comme une panique qui s'est créée, qui rentre dans un cycle, on n'a pas le temps, vous preniez un temps de recul, réfléchir et arriver avec un programme, par exemple, je pense au programme des pilotes, je pense au fait de télétravail, on sent que les décisions ont été réfléchies, pas juste sur un coin de table en réunion. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Je te dirais que moi, mon boulot, c'est pas vraiment là, d'embaucher des gens, c'est pas mon boulot, c'est vraiment de prendre un pas de recul puis de regarder les opérations dans l'ensemble, mais regarder aussi le marché dans lequel on est, puis de faire une réflexion là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, on porte beaucoup trop d'attention aux courants sociaux, sans vraiment se demander si vraiment ce courant social-là existe vraiment. Est-ce qu'il est fabriqué de toutes pièces? Puis si vraiment il est présent, c'est quoi l'impact à court terme, à moyen terme, puis à long terme, puis comment on se positionne à ça? Puis je pense qu'on sauve beaucoup de temps quand on fait un exercice de réflexion, parce que par la suite, les choses sont beaucoup plus simples. C'est plus simple de prendre des décisions parce qu'on a une vision claire de où on s'en va. Puis, je pense que je déplore ça un peu dans l'entreprise privée. Des fois, je trouve que les gens sont trop réactifs. Des fois, je rencontre des gens qui sont toujours à la recherche de la nouvelle mode en RH. Puis c'est quoi la nouvelle tendance? Puis moi, je me souviens, il y a quelques années, là, il y avait Google qui avait des tables de pool, ces choses-là. Puis là, ils ont rentré une table de pool dans leur bureau. Mais est-ce que ça collait à leur ADN? Probablement pas. Puis le résultat, ça n'a donné rien. Donc, je pense que les gens voient trop la devanture,
et moins le geste ou la réflexion devant cette action-là. Puis je pense que c'est ça qu'il faut passer son temps, c'est de se poser la question non pas sur l'action qui a été mise, mais pourquoi cette action-là a été mise en place. Puis après ça peut donner des idées, puis au niveau de la création, pour trouver des solutions qui sont propres à soi. Parlant de solutions, justement, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui ont été créées dans les dernières années par rapport au RH. Mis à part les technologies en guillemets, réseaux sociaux, mais c'est autre chose que vous utilisez pour aider l'attraction de talent. Pour l'attraction de talent, moi, je te dirais que pour l'attraction de talent, en ce moment, les entrepreneurs devraient miser beaucoup sur la qualité des gens qui ont dans leur équipe RH. Okay? Tout ce qui est clérical, est porté à disparaître là, d'ici à peu près 1 an ou 2 avec l'intelligence artificielle, tout le onboarding. Il y a beaucoup de moyens d'automatiser ces choses-là. Donc, comme entreprise, si on veut être un peu à l'avant, je pense qu'on devrait miser beaucoup plus sur la qualité des personnes qu'on a dans l'équipe, puis leur empathie, puis leur habileté à détecter des talents. Je pense que c'est là qu'il faut investir comme entreprise, parce que le reste des solutions d'automatisation qui s'en viennent de plus en plus sur le marché, il ne faut pas dépenser trop d'énergie là-dessus. Je pense que c'est là. Et en ayant les bonnes personnes, puis en arrimant ces personnes-là avec une équipe marketing intéressante, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'attirer des gens. La technologie qui travaille pour nous et non l'inverse aussi. Oui, c'est ça, effectivement. Habituellement, la dernière question que je pose, c'est plus axée sur une question un peu plus farfelue, mais il y a une histoire qu'à la place, j'aimerais que vous racontiez, qu'on avait brièvement discuté quand on s'était rencontrés la première fois, que j'avais trouvé ultra pertinente. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez enchaîner avec cette question-là. Écoute, tu sais, les réseaux sociaux pour Nolinor, ça a été un game changer. Pendant 30 ans, on était inconnus, puis du jour au lendemain, on s'est retrouvés à recevoir des dessins d'enfants sur une base régulière. Des dessins d'enfants? Oui, des dessins d'enfants. Les enfants nous écrivent puis nous disent « Mon rêve un jour, c'est de travailler chez Nolinor ». C'est que ça, comme entrepreneur, ils ont vu ça parce qu'ils sont sur TikTok, puis ils ont vu les avions. On parle d'enfants 13 ans et plus. Pour moi, c'est un enfant, là. Donc, ces jeunes-là, ces adolescents-là sont intéressés. On a un adolescent récemment de France qui nous a envoyé qui a réalisé un modèle Lego, il a inscrit son modèle Nolinor sur un concours. Il y a déjà 2000 votes de ramassés. Donc, ça en est des exemples qui n'étaient pas prévus au départ. Puis, à travers tout ça, on a un jeune de la Suisse qui s'est présenté à nos bureaux de façon spontanée. Il a acheté un billet d'avion, il n'y avait aucun rendez-vous, il s'est cogné à la porte, puis il a dit, moi, mon rêve, ça serait de faire un stage chez Nolinor. On n'a pas vraiment d'ouverture de stage, je suis prêt à faire n'importe quoi. Alors, on l'a accueilli aux opérations, on lui a fait faire un stage d'1 semaine comme répartiteur de vol. Donc, il a assisté quelqu'un de répartiteur de vol, et lui, son rêve, c'était vraiment, il nous a découvert sur les réseaux sociaux, puis il voulait avoir la chance de travailler chez Nolinor, puis de se faire connaître. Puis nous, à travers tout ça, on a appris à le connaître. Puis on a appris à connaître aussi que éventuellement, sa licence de pilote serait terminée d'ici 2 ans. Puis on s'est donné un rendez-vous à ce moment-là de revenir, puis de se revisiter. Puis donc, je pense que les jeunes aujourd'hui doivent oser un peu plus. Donc, pas toujours attendre d'avoir un poste affiché. Puis comme entrepreneur, comme entreprise, il faut avoir cette ouverture-là d'accueillir les gens, puis même si on n'a pas vraiment de poste, d'ouvrir un peu plus nos portes, puis de voir vraiment si, écoute, quelqu'un qui son rêve, c'est de travailler pour ton entreprise, tu peux pas lui fermer la porte au nez, là. Donc, on a peut-être un prochain Steven Spielberg qui se pointe au bureau, là. Donc, il faut vraiment, je pense, avoir un esprit ouvert aujourd'hui avec ces réseaux sociaux-là. Puis, je pense que c'est une belle expérience, ça. C'est vraiment exceptionnel. Puis, juste par curiosité, les gens, justement, qui vous envoient des dessins, ça, comment vous, à l'interne, il y a quelqu'un qui répond à ces gens-là? Comment ça se passe, cette gestion-là? On travaille avec l'agence qui répond à chacun des commentaires qu'on a sur les réseaux sociaux, chacun des dessins. Puis, on reçoit aussi beaucoup de photos, des gens qui... je te donne un exemple. Si on a un avion qui s'en va à Atlanta, il peut y avoir à peu près une dizaine de personnes en bout de piste qui vont prendre des photos de nos appareils, qui vont nous envoyer ces photos-là avec des commentaires. Et je pense que les entreprises auraient intérêt à investir beaucoup plus au niveau des réseaux sociaux, puis d'avoir une personne des RH qui travaille avec cette équipe-là, parce que c'est un outil vraiment là, qui est un game changer pour nous. Puis utilisez-vous d'autres méthodes? En ce moment, tout votre recrutement passe par les réseaux sociaux, pas mal? Pas mal, tout par les réseaux sociaux. On a plus de succès à ce niveau-là que quand on fait l'annonce sur différentes plateformes là, pour faire de l'affichage de poste. Parce qu'on a déjà des gens, on a déjà un bassin de fans, de followers qui, eux, vont propager un peu le message, là, puis qui vont indiquer qu'il y a des postes qui sont ouverts.
L'avantage aussi que vous avez, j'imagine, de votre côté, c'est qu'il y a quand même des postes que vous pouvez former. Je pense à Jean de Base, si je ne me trompe pas, il y a des formations à l'externe, mais souvent, les formations se donnent à l'interne de l'entreprise. En fait, aussi. toutes les formations, même s'il y a des formations à l'externe, toutes les entreprises aériennes doivent former à l'interne les agents de base. C'est une formation qui est de 5 à 6 semaines. Alors ça, la façon qu'on attire les gens, c'est à travers nos réseaux sociaux. Puis après ça, je te dirais que le plus gros défi, c'est d'avoir une image sociale externe qui est fidèle à l'image interne. Hein? Tu ne veux pas non plus créer des attentes trop élevées où ce que là, le monde arrive à l'interne et disent, sur les réseaux sociaux, ça avait l'air vraiment plus smooth. Donc, nous, on essaie vraiment de donner leur juste, travailler dans le domaine de l'aviation, surtout dans le domaine nordique. C'est exigeant. Alors, ça prend vraiment des gens qui sont des aventuriers, non pas des gens qui sont sur le party. Donc, ça, je pense que c'est important. Il faut vraiment que l'image qu'on projette soit fidèle à ce qui se passe à l'intérieur. Un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Marco. C'est vraiment plaisir de vous avoir reçu sur le podcast aujourd'hui. Merci de l'invitation. Allô, Camille? Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, je suis super contente de te recevoir sur le podcast Apéro RH aujourd'hui. On reçoit toi, évidemment, et groupe numéro 900 aussi qu'on va aborder aujourd'hui. Mais avant de rentrer plus dans le sujet RH un petit peu, puis tu commences par te présenter. Oui, moi c'est Camille. Ça fait 5 ans que je travaille pour numéro 900 et 1 an et demi que je suis au groupe numéro 900. Donc, j'ai commencé à travailler il y a 5 ans comme commis, qu'on appelle, qui est boss girl. Puis je livrais la pizza. Puis j'ai monté les échelons étant serveuse. Ensuite, je m'occupais un peu de l'administration. Puis le poste de gérante s'est ouvert. Et j'ai été gérante ensuite de la pizzeria et d'une des pizzerias que nous avons. Puis ensuite, quand j'ai fini mon bac en ressources humaines, il y a un poste qui s'est ouvert au bureau chef dans le département des ressources humaines. Et on m'a engagée. Ça a tout bien tombé. Oui, tout s'est bien aligné. Tout fonctionnait très bien. Donc, c'est vraiment cool que tu aies pu comme voir vraiment tous les postes. Puis j'imagine que ça te permet tellement de bien comprendre aussi le rôle dans lequel tu es en ce moment parce que tu peux vraiment voir les visions de tous les gens dans pas tous les postes, mais la plupart des postes au moins, là, évidemment. Fait que c'est très cool. Oui, vraiment. Comme quand que j'aide des franchisés, parce qu'une pizzeria numéro 900, c'est 30 succursales, donc 30 franchisés partout au Québec. Donc, quand j'aide les franchisés, j'ai déjà été dans cette position-là de gérer la salle à manger, la cuisine, le restaurant. Et je comprends aussi c'est quoi être commis. Donc, je connais un peu toutes les positions. J'ai vraiment été un peu partout, là. Ouais, les réalités aussi. Ouais. Un crime super, et cheers! Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle d'attraction de talent aujourd'hui en 2023. Oui. Ça vient aussi avec toute la réalité qui est des dernières années, pandémie, pénurie de main-d'œuvre. Vous, de votre côté, dans un secteur qui est compétitif comme la restauration, puis surtout avec les difficultés que vous avez pu traverser à travers la pandémie, qu'est-ce que vous faites chez Groupe 900, dans le fond, Groupe numéro 900, qui permet de vraiment attirer les candidats encore en 2023? Avez-vous des techniques originales que tu aurais envie de me partager aujourd'hui? Nous, c'est sûr, ce qui nous aide beaucoup, c'est notre image de marque. On a fait en 2021 une grosse publicité avec Fouki, qui avait déjà travaillé avec nous chez Groupe numéro 900 à Bernard, qui est le premier numéro 900. OK. Il y a combien d'années environ, ça, le premier numéro 900? Ça fait 9 ans. OK. Ouais, ça va vers en 2014. OK. Donc, bientôt 10. Mais, donc, Fouki a travaillé là-bas et il avait fait une chanson, une publicité sur le recrutement pour inciter les gens à venir travailler puis montrer un peu c'était quoi le rôle de Pizzaiolo, qui est le rôle de cuisinier, mais des cuisiniers qui font de la pizza. Donc, ça nous a quand même beaucoup aidé, ce recrutement-là. Puis, ça nous a comme aidé à savoir un peu notre vision de où qu'on voulait aller, qui qu'on voulait... c'était qui notre... Besoin de candidat team, je comprends. Exact. Puis ensuite, de là, là, on est quand même bâti une marque employeur assez forte, une image de marque assez forte. Donc, de là, on a pu partir puis
puis engager des gens plus facilement. Que les gens ça a bien fonctionné. Exactement. Okay. C'est vraiment la tranche d'âge qu'on cherchait. Ouais. Beaucoup aussi pour la cuisine, qui est un peu plus complexe à engager en restauration. Puis notre but, on le sait que c'est des emplois étudiants. Donc, on sait que les gens, nous, ce qu'on aimerait vraiment les garder, c'est tout le temps de leurs études. Ouais. Donc, de 16 à 22, 25, peu importe. Donc, c'est vraiment notre but. Fait qu'on visait vraiment ces personnes-là. Puis, aujourd'hui, ça nous aide énormément. Puis, on est rendu AVPN aussi, qui est une accréditation qu'on est les seuls... on est la seule chaîne au monde à l'avoir. C'est une accréditation de pizza napolitaine. Donc, c'est notre Margarita puis notre Marinara qui est accrédité. Fait que ça, c'est vraiment un honneur de l'avoir dans nos pizzerias. Puis ça nous fait beaucoup de visibilité puis beaucoup de gens qui veulent venir travailler comme Pizzaiolo ou Pizzaiola. Fait que ça nous aide beaucoup, là. Très cool, très cool. Puis tu sais, tantôt, dans le fond, d'entrée de jeu, je te posais la question sur le recrutement, justement, puis ce que tu m'as expliqué, c'est que, justement, c'est quand même des franchises. Donc, le recrutement, il y a une bonne partie qui vient de toi, mais aussi une partie qui vient du franchiseur, c'est ça? Oui, exactement. Dans le fond, le franchisé est vraiment responsable de son recrutement. Mm-hmm. Mais nous, on est vraiment là pour le soutenir, pour l'épauler, pour lui donner des trucs, pour donner des façons de faire, puis pour l'épauler, en fait. Puis, c'est ça. Donc, moi, mon rôle, c'est pas d'engager directement le plongeur, le cuisinier. C'est vraiment d'aider, de former les opérateurs qu'on appelle, qui sont les directeurs des restaurants et les franchisés à pouvoir recruter puis avoir les bonnes pratiques de ressources humaines par rapport à ça, autant pour le recrutement que pour toutes les sphères santé, sécurité, formation, X et tout ça. Ouais, pour que le franchiseur parte avec un bon coffre à outils pour la suite des choses aussi. Là. En continu, là, il va en continu, évidemment. Là. Oui, exactement. Puis tantôt, tu parlais d'image de marque qui était comme super important pour vous. Vous avez travaillé beaucoup ça dans les dernières années. Qu'est-ce que vous avez vu, peut-être, la différence? Parce qu'il y a aussi l'aspect image de marque, mais tu me parlais du fait que vous connaissez vraiment bien le fait que vous savez que la personne qui va venir, c'est souvent des étudiants. Vous semblez bien connaître les gens qui vont travailler, pour combien de temps et tout ça. Ça, qu'est-ce que ça a changé aussi, le côté réseaux sociaux, dans toute cette fameuse game d'image de marque-là et de recrutement? Mm-hmm. Bien, on sait que les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr qu'on vise beaucoup les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok aussi. On a un compte TikTok qui est un peu de tout. On voit un peu autant des employés on pose des questions aux employés, c'est quoi ta pizza préférée, ou qu'est-ce que t'aimes chez Numéro 900, pourquoi t'aimes travailler là. Donc, on utilise beaucoup de TikTok pour ça, aussi pour les trends, puis se faire connaître. Fait que les gens voient un peu c'est quoi Pizzeria Numéro 900, autant dans la salle à manger, dans la cuisine, mais autant le côté humain, le côté employé. Puis même chose sur Instagram, on utilise quand même beaucoup nos réseaux pour recruter les gens, pour se faire notre image de marque. Justement, comment vous faites ça va être quand même un défi de faire la différence entre tout ce que vous mettez justement comme contenu qui va venir être, parce que vous avez quand même vouloir emmener de la clientèle au restaurant, donc tu sais, le marketing ne devient pas, on peut pas d'un coup arrêter toutes les stratégies marketing qu'on fait pour amener de la clientèle au restaurant pour faire des campagnes de recrutement. Comment vous faites pour jauger entre les deux un petit peu? C'est sûr que on a nos temps pour le recrutement. On le sait dans la période forte qui est avec l'ouverture des terrasses. Là, on va viser un petit peu plus sur le recrutement. Comme cette année, on a fait notre première édition de journée porte ouverte. Donc, dans tous les numéros 900, tu pouvais venir porter ton CV. Puis comme on faisait un peu des concours et tout ça. Fait que là, c'est sûr qu'on va faire plus de promotion pour ça. Mais ça reste que sur Instagram, sur Facebook, ça va rester un petit peu plus global. Mais on va voir une petite touche de ce qu'on fait. Donc, AVPN, on va le mettre quand même de l'avant parce que c'est une expertise qu'on a que les autres pizzerias n'ont pas. Fait que c'est vraiment là qu'on va venir recruter le plus de personnes qui veulent être pizzaiolo ou apprendre
les règles de l'art de la pizza, comme on aime dire. Puis, on va comme vraiment combiner, mais on va pas juste mettre du recrutement, mettons. Exactement. Puis, on a aussi ça a comme rapport, pas rapport, là, mais on a un groupe social pour nos employés. Donc, ça s'appelle le Cercle. Puis le Cercle, dans le fond, on fait des concours pour eux. On leur donne c'est sur Instagram. Donc, gagner une paire de billets pour Oshéaga, peu importe, des choses comme ça. Podcast de Clay Scott. On avait des billets, des choses de ce genre-là. Puis là aussi, on leur donne des conseils, des formations sur le vin, sur l'expérience client, sur comment leur rappeler la base du pizzaiolo, du pizzaiola. Fait que ça nous aide beaucoup aussi à comme vraiment mettre nos choses sur le cercle, puis les autres choses au grand public, parce que le cercle, c'est privé juste pour les employés. Mais souvent, les gens qui travaillent chez Pizzeria 900, qui ont 16-17 ans, qui vont commencer vraiment à la base, qui n'ont aucune expérience, ben nous, on aime ça parce qu'on va vraiment les former à la base avec nos techniques, les techniques AVPN qui sont reconnues, certifiées en Italie par l'organisation AVPN. Et eux autres, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils en parlent à leurs amis, puis là, les amis viennent, puis là, c'est du bouche à oreille et tout ça. Fait que ça nous aide aussi vraiment beaucoup à recruter. Ben, tu sais, comme votre personnage jeune, justement, ben là, ce que tu me dis, dans le fond, c'est TikTok qui est plus utilisé pour le recrutement, c'est ça. Mais malgré que votre stratégie que tu me parles tantôt de demander aux employés, genre, c'est quoi ta pizza préférée, ça doit aussi attirer des gens qui ont envie de venir manger parce que ça te fait découvrir peut-être des sortes de pizzas que tu connaissais pas, qu'il y avait là ou peu importe. Fait qu'il y a quand même, la stratégie est quand même reliée. Mais le côté, justement, que là, si quelqu'un dit, c'est mon ami travaille là, après ça, il voit des TikTok, ça a l'air cool de travailler là. Ça vient appuyer le référencement aussi. Fait que le but, c'est que j'imagine que les gens à l'interne, comme tu dis, deviennent des mini-ambassadeurs pour pouvoir, après ça, diffuser le message à ses amis. Okay, cool. Exactement. Puis, on vise aussi beaucoup sur l'expérience employée, mais aussi l'expérience client, parce que, justement, la personne va venir voir son ami ou, je vais aller au Pizzeria 900, puis, vu que c'est toutes des cuisines ouvertes, ben on voit les pizzaiolos, pizzaiolas faire la pizza. Fait que souvent, les gens sont intrigués, sont intéressés, donc ils veulent en apprendre plus. Ils vont sur le site, ils voient qu'il y a des postes disponibles ou peu importe. Puis de là, nous, c'est vraiment tout ça qui englobe notre image de marque et vraiment l'expertise qu'on a de l'art de bien faire la pizza napolitaine. Au fil des années, ça fait 9 ans, comme je disais tantôt. Fait que ça nous aide énormément à recruter parce que sinon, c'est sûr qu'en ce moment, oui, c'est difficile. C'est moins difficile, je dirais, que l'année passée. L'année passée, c'était vraiment difficile pour pas mal toutes les succursales. Cette année, la restauration aussi, là, dans le fond, là, vous n'étiez pas toutes... Exact. La restauration change énormément. Ça plaît pas à tout le monde, mais je pense que ça change pour le mieux. Surtout, tu sais, je change un peu de sujet, mais tout ce qui est les conventions pour boire, c'est rendu beaucoup plus... les cuisiniers sont beaucoup plus impliqués là-dedans. Ben, ils n'ont pas leur mot à dire, mais dans le sens qu'ils reçoivent beaucoup plus que dans le temps, nous, c'est partage de pourboire dans la plupart des numéros 900. Donc, c'est vraiment un gros travail d'équipe. Puis ça fait partie de nos standards. Puis on veut que tout le monde travaille en équipe, tout le monde est là pour avoir du fun. Ça se ressent beaucoup aussi. Le client le sent quand les gens quand les employés ont du plaisir. Fait que c'est vraiment un gros package. Là. Puis justement, là, le côté avoir du fun dans son travail, c'est quand même un besoin qui est quand même très présent, on le sent au niveau de la jeune génération, justement. Vous, de votre côté, comment vous faites pour, on entend souvent, là, justement, la nouvelle génération, ils veulent contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux, ils veulent comme sentir qu'ils font la différence, puis c'est super bon, mais comment vous le faites, ça, justement, l'imprégner pour que les gens le ressentent chez Pizzeria numéro 900? Bien, de l'extérieur, c'est un peu comme je disais, ça se ressent tout de suite quand tu rentres dans une pizzeria, dans un restaurant. Surtout que nous, c'est tout petit souvent, la plupart des restaurants. Côté chaleureux aussi, Oui, le côté chaleureux, la cuisine est ouverte.
Fait que t'entends tout, tu vois tout, ça se ressent, vu que tout le monde s'aide. Mais de l'intérieur, je dirais que c'est vraiment, on travaille beaucoup sur le travail d'équipe, mais l'esprit d'équipe, mais de tous les numéros 900 ensemble. Même si c'est tous des franchisés, on essaie souvent de créer des choses pour que tout le monde se rejoigne au bout du compte. Comme là, on participe à un défi... ah oui, ça va être publié après. Mais on a participé à un défi de montée de vélo de Camien Hood pour le Children's Hospital. Oui, j'ai entendu. Donc, c'était une personne en particulier qui voulait participer. Donc, on a envoyé un message à tout le monde, tous les employés du groupe numéro 900. Est-ce que vous voulez participer? Puis là, c'est comme plein d'employés de plusieurs numéros 900 ils ont monté une équipe ensemble puis qui vont se relier pour monter l'équivalent de l'Everest. Ouais. Ah, wow. Exactement. Sinon, il y a des défis sportifs aussi que j'organise 2 fois par année environ, un peu avec Strava. Les gens, il faut qu'ils fassent 900 minutes en 2 semaines, mais tout le monde ensemble. Puis toutes les succursales qui ont fait 900 minutes qui équivaut à 15 heures de sport en 2 semaines, mais tout le monde, toute la succursale ensemble, gagne une carte cadeau qu'elle divise comme qu'il veut chez Sport Expert ou peu importe une place de sport. Fait que ça, on les fait souvent dans des temps stratégiques, soit quand l'hiver arrive puis que les gens sont un petit peu moins motivés, ou cette année, c'était en mois de mai, en même temps que la Journée internationale du sport. Fait que, tu sais, on essaie, puis là, tout le monde sur Strava voit et essaie de surpasser la succursale de Boucherville versus la succursale de Sherbrooke. Une saine compétition. Mais oui, toujours. Le but, c'est de bouger. Puis autant c'est parce que aux valeurs, ça se voit. Là. Exactement. Puis autant dans la succursale de faire « Hey, on va aller faire du ski », comme 3-4 personnes, bien parfait, ça va faire 8 heures par personne. « Hey, on l'a fait. » C'est fait, puis tu sais, tout le monde est content, mais pour certaines... j'ai pas le mot... événements ou... événements, dans le fond, les personnes, les franchisés, les opérateurs, opératrices vont souvent faire des soirées pour les employés. Tu sais, c'est vraiment eux qui vont décider parce que c'est leur entreprise. Mais nous, on suggère souvent des choses. S'ils posent des questions, eux autres, ils ont fait ça comme Teddy, exemple. L'application, c'est une plateforme davantage de santé bien-être. Il y en a plusieurs 900 qui l'utilisent pour récompenser leurs employés, pour soit des concours de vente de vin, des concours à l'interne ou peu importe, ou simplement comme, moi, chaque mois, je donne 15 $ à mes employés, puis ça va sur ce compte-là, puis ils peuvent le dépenser seulement en bien-être. Donc, tout ce qui est sport, masso et tout ça. C'est très cool. Ouais. Non, c'est vraiment le fun, toutes les initiatives que vous faites. Ça doit vraiment, c'est surtout le côté étudiant, là, ça fait vraiment dans votre cible toutes les stratégies que vous utilisez. Fait que, justement, tu sais, le côté, encore une fois, là, de formation, développement personnel, sur la jeune génération, c'est quelque chose aussi qui est quand même très important, formation continue. Même si c'est un travail étudiant, les gens veulent quand même sentir qu'ils avancent puis qu'ils apprennent, même si on a 5 ans. Comment vous faites ça, c'est à l'interne? On a fait beaucoup de formations continues sur peu importe le poste. Okay. Donc, exemple, quelqu'un qui est à la plonge, mais qui désire monter, parce que c'est pas tout le monde qui veut monter dans la cuisine. La personne qui désire aller en cuisine et faire autre chose, on a des plans de formation vraiment pour tous les postes. Avec des supports, on a 3 formateurs, 2 en service client et 1 en cuisine. Ces 3 personnes-là se promènent dans toutes les 900 pour aller former selon les demandes, soit service client, le vin ou peu importe. On a des journées aussi avec notre sommelière qui apporte
différents vins, puis elle explique, exemple, la Rive-Nord, ben tout le monde, tous les numéros 900 de la Rive-Nord se rejoignent dans un numéro 900. Et la sommelière a fait un avant-midi, elle forme, elle fait goûter, puis elle explique vraiment c'est quoi l'histoire des vins et tout, parce que notre carte de vin change quand même beaucoup, surtout en ce moment avec l'importation et tout ça privé, parce que nous, c'est toutes des importations privées, donc c'est un peu plus complexe. Donc, on a toujours quelqu'un là qui est capable de nous faire des aides-mémoires, puis faire de la formation comme ça. Sinon, on a toute la formation de Pizzaiolo, par notre chef exécutif Mirko, qui a été champion du monde pour plusieurs concours de pizza. Lui, il vient vraiment former la bonne façon, la façon AVPN, vu que maintenant, on a notre accréditation, donc on est comme... il faut qu'on la fasse exactement comme ils veulent, ouais. Ouais, exact. Comme c'est demandé plutôt. Là, mais... Ouais, comme c'est demandé. Puis c'est après ça, même chose pour les serveurs, les serveuses. Comme moi, j'ai vraiment eu des formations et continues. J'ai commencé, je faisais mon commis, après ça, je faisais quelques chiffres serveuses. Après ça, ben là, un peu plus de chiffres serveuses. Puis tu sais, on y va vraiment à la demande aussi de l'employé. Comme je dis, c'est pas tout le monde qui est prêt du jour au lendemain à « let's go ». On te met la moitié du restaurant, puis arrange-toi. Non, c'est vraiment... on a des plans de formation, c'est structuré. Les personnes savent où ils s'en vont parce que souvent, ça fait peur aux employés. Quelqu'un qui c'est son premier emploi arrive, puis OK, ben c'est quoi que je fais? Mais non, c'est sur 5 jours. Ta première journée, ça va être ça. Après ça, on va voir ça. Puis si ça nous prend plus de temps, ben on va ajuster. On essaie vraiment de... on essaie beaucoup de former les opérateurs, opératrices et leurs gestionnaires à former de façon très humaine, puis au rythme des employés. Je pense que c'est beaucoup ce que les gens cherchent, pas une sécurité, mais une... c'est un endroit qui est sécurisant, plutôt. Oui, exactement. À ton rythme aussi, là, surtout, c'est ça que je retiens de ce que tu dis. Là, oui, beaucoup. Puis, tu sais, faire de la pizza... ça se fait pas non plus du jour au lendemain, même si ça a l'air quand même ça serait relativement facile. Puis c'est des restaurants qui c'est beaucoup de rush. C'est vite, puis tu sais, la restauration... Les gens sont capables de travailler quand même un minimum sous pression aussi. Oui, des fois, ça peut décourager au début quand on n'est pas habitué, j'imagine. Exactement. Puis de là à... autant les personnes, il faut qu'ils soient à l'aise de le dire aux gestionnaires en place, que nous, on soit capable aussi de leur dire. Fait que souvent, on demande aux gens, quand on les embauche, de faire un essai. Fait que la personne a dit, OK, ben je vais venir voir ça a l'air de quoi. On leur explique vite. Ils font pas nécessairement ils font pas la pizza. C'est pas un employé, c'est vraiment quelqu'un qui va être en observation, en shadowing, qu'on dit. Puis qui va vraiment observer le cook, le pizzaiolo, là. Puis la personne va savoir aussi comment qu'elle se sent, c'est quoi l'ambiance, c'est quoi, est-ce que je suis prêt à ça, est-ce que... Fait que c'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes veulent être bien où ils travaillent. Ils ont le choix aussi, beaucoup. Ouais. Donc, nous, c'est ce qu'on essaie de mettre de l'avant. De mettre, c'est ça, exactement, pour pouvoir justement... Oui, on veut recruter des gens, mais on veut les garder. C'est le plus important. Ça vient chercher la fidélisation. Exactement. Aussi, cet aspect-là. Parce qu'on a beau avoir beaucoup de CV qui viennent, si personne reste, nous... C'est à recommencer tout le temps. Exactement. C'est ça. Donc, oui, on veut avoir beaucoup de CV, mais on veut aussi être capable de leur offrir des belles conditions, puis qu'ils puissent justement se développer. Tu sais, quand tu commences à 16 ans, c'est quand même assez jeune. Fait que tu te développes aussi dans ton service client ou ton apprentissage personnel, mais dans le numéro 9. Qui va te servir au bout de la ligne à travers ton emploi que tu risques de faire plus tard. Là, absolument. Exactement. Si, je vais ma petite question un petit peu plus farfelue. Si Pizzeria numéro 900 organisait un événement là, complètement hors du commun, là, tu peux inventer ce que tu veux, ça ressemblerait à quoi? C'est sûr que numéro 900 ont un four mobile.
un four mobile, un food truck, qu'on ouais. appelle, mais c'est vraiment une remorque avec un four 900 sur la remorque. On fait plusieurs festivals, on fait plusieurs choses. Fait que ça serait peut-être de faire un gros événement avec plusieurs... exemple qu'on n'a pas de budget, là. Avec plusieurs artistes qu'on aime, comme Fouki, Clem French, J. Scott. Puis que les gens viennent porter leur CV, mais la seule condition, c'est qu'ils viennent écouter un show. Puis Une belle condition. Ouais, exactement. Puis on se promènerait, parce qu'on est quand même partout au Québec, on est rendu avec 30 succursales. On irait à Sherbrooke, à Québec, Rive-Nord, Rive-Sud. Puis là, je dis budget illimité. Là. Ouais. Puis, il n'y a pas de budget là-dedans. Il n'y a pas de dans budget. ma question. Puis ça serait vraiment comme une petite van, là, une petite van avec le food truck. Là, puis on pourrait montrer notre expertise vraiment à tout le monde. Autant ça va nous aider le recrutement, parce qu'on sait maintenant, le recrutement, c'est beaucoup aussi du marketing. Donc, on est beaucoup affiliés avec le département de marketing. On travaille toujours ensemble. Donc, ça serait ça, un gros party, dans le fond. Ouais, c'est ça, une tournée du grosse Québec. Fête de quartier avec... exact. Ah, Fait cool. que, C'est une très bonne réponse. Ouais. Merci beaucoup. Ben, merci. Cheers. Puis écoute, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Ben, merci pour l'invitation.